tu ouvres les yeux. L'air est épais, chargé de moisissures, de poussière et d'une odeur lointaine de crottin qui monte des pavés. Ton matelas, bourré de paille humide, craque sous ton poids. Tu as dormi tout habillé, non par froid, mais parce que se dévêtir chaque soir semble un luxe réservé aux aristocrates ou aux acteurs de théâtre. Tes draps n'ont pas vu d'eau savonneuse depuis des mois. Cette démangeaison sur ton épaule, une puce peut être, ou ton imagination, qui a appris à gratter par anticipation. Ils appelaient cela la propreté. Mais ce que l'Angleterre victorienne imposait à ses habitants était bien pire qu'un simple inconfort. C'était une guerre quotidienne contre la crasse, menée avec des armes dérisoires et une ignorance médicale terrifiante. Si ces récits oubliés vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres effacés de l'histoire. Revenons maintenant à notre récit. Le réveil d'un Victorien, tu te redresses. Une nuée de poussière glacée envahit tes poumons. Ta cheminée est éteinte depuis la nuit, mais la suie reste ta compagne fidèle, comme un chien loyal, en moins utile et plus nocif pour tes bronches. Tu jettes un œil au miroir. Ta chevelure évoque un nid d'oiseau. Si l'oiseau en question avait des problèmes de colère et un accès illimité à la graisse de bacon. Sur le lavabo repose un broc d'eau couvert d'un film trouble. Tu t'en asperges le visage. Le froid te saisit comme une gifle. Ta peau se contracte. Tes sourcils gèlent presque. Tu attrapes la serviette. Elle est raide, sent le porridge de la semaine passée et pourrait servir d'arme contondante. Tu te tamponnes, ce qui revient surtout à redistribuer l'humidité sur ton corps. Techniquement, tu t'es lavé. Spirituellement, tu te sens comme un ramoneur légèrement moins sale qu'avant. Dehors, la ville s'éveille dans un grondement. Les sabots des chevaux claquent sur des rues luisantes d'excréments. La fumée des cheminées s'enroule paresseusement dans un ciel déjà souillé. Plus bas dans la ruelle, quelqu'un tousse ce qui ressemble à un poumon victorien. Tu regardes tes mains. La crasse sous tes ongles a pris ses quartiers définitifs. L'anneau de saleté autour de ton cou n'est plus de la saleté. C'est un accessoire. Et pourtant tu es prêt à affronter la journée. Car dans ce monde, l'hygiène ne consiste pas à se sentir frais. Elle consiste à survivre jusqu'à la prochaine épidémie de choléra, avec juste assez de savon pour tromper la bonne société. Le bain à l'éponge, un acte de bravoure. Se laver, en théorie, est une noble entreprise. Dans la réalité victorienne, c'est au mieux suspect, au pire dangereux. Ton médecin affirme qu'un excès de toilette affaiblit l'âme. Ta tante murmure que l'eau ouvre les pores aux démons. Tu acquiesces poliment, puis tu décides d'être à moitié courageux aujourd'hui, le fameux bain à l'éponge. Tu te tiens devant ta cuvette comme un soldat face à l'ennemi. L'éponge, raide, fatiguée, vaguement semblable à du pain rassis, flotte dans une eau légèrement trouble. Tu ne l'as pas fait bouillir. Le bois de chauffage est réservé à la soupe, pas au luxe. L'eau sent vaguement le fer, la poussière est quelque chose qui a peu être vécu dans le puits. Parfait. Tu te déshabilles juste assez pour garder une dénégation plausible, si quelqu'un entrait. La nudité, après tout, est un péril moral. Tu appliques l'éponge sur ton visage. Froid, toujours froid. Tu hoquettes comme une oie surprise, puis marmonnes quelque chose d'impie. Tu frottes ton cou, tes aisselles, et peux être, si tu te sens audacieux, tes tibias. Au-delà, c'est territoire privé. L'éponge commence à sentir comme toi. Elle est désormais vivante, dépositaire de secrets et de péchés accumulés lors de frottages précédents. Tu la replonges, tu les sors avec la force résignée de quelqu'un qui sait que c'est le mieux qu'il ressentira de toute la semaine. Tu évites les miroirs pendant l'opération, en partie par pudeur, surtout parce que tu ne veux pas voir à quoi ressemble la propreté. La chevelure, un écosystème autonome. Tes cheveux ne sont plus des cheveux, c'est un biome. Quand tu retires ton bonnet de nuit,
tu découvres quelque chose entre la meule de foin et le nuage d'orage. Tu envisages de te brosser, mais ta brosse est en poil de sanglier et en jugement moral. Elle est partagée par toute la maisonnée, y compris ton oncle, ta cousine et probablement le chien. Tu tentes de passer tes doigts dans ta tignasse. Tu progresses d'environ 5 cm avant que quelque chose ne bloque. Un pouls, probablement. Ou un souvenir émotionnel. Tu contournes l'obstacle. C'est la diplomatie victorienne. Éviter la confrontation directe avec ce qui mord. Tu ne t'es pas lavé les cheveux depuis des semaines. Peut être des mois. Le shampoing est un concept français importé, réservé aux plus riches ou aux plus suspectivement propres. Ton produit capillaire habituel? Une noisette de graisse d'ours, ou si tu te sens décade, de l'huile de ricin. Ton cuir chevelu est hydraté comme un vieux plancher, brillant mais plein de secrets. L'époux? Tes compagnons fidèles. Tout le monde en a. Ce sont les animaux de compagnie officieux des années 1800. Tu te grattes. Ils détalent. C'est devenu une danse. Tu en as même baptisé un. Gérald. L'hygiène dentaire. Un catalogue de mauvaises décisions. Ta bouche est une capsule temporelle remplie de secrets, de sucre et probablement d'un abcès naissant. L'hygiène dentaire à l'époque victorienne n'est pas vraiment une routine. C'est une série de mauvaises décisions empilées sur un traumatisme héréditaire. Tu commences ta journée avec ce qu'on pourrait généreusement appeler une brosse à dents, bien qu'elle ressemble davantage à un minuscule balai ou à un hérisson sur un bâton. Ses poils sont en crin de porc, rigidifiés par l'âge et le jugement. Tu la trempes dans une poudre, un mélange de craie, de charbon et de ce qui restait dans ton placard à épices. Menthe? Pas vraiment. Plutôt cannelle de cimetière. Tu frottes tes dents avec précaution, comme si elles risquaient de porter plainte. Certaines sont branlantes. L'une d'elles a déjà abandonné et s'est ébréchée la semaine dernière sur une pomme de terre douteuse. Le fil dentaire n'existe pas. Si quelque chose est coincé entre tes dents, tu fais comme tout victorien respectable. Tu l'ignores jusqu'à ce qu'il se fossilise, ou tu le déloges à coups de langue. Si la douleur devient insupportable, tu te rinces à l'eau salée ou au guine, selon l'importance que tu accordes à ta sobriété ce jour-là. Consulter un dentiste? La dentisterie victorienne est une saveur particulière d'horreur. Pas d'anesthésie, pas de salle stérile. Juste un homme trapu aux avant-bras comme des troncs d'arbres et une pince qui a peu être servi sur des chevaux la veille. Les extractions se font à la vitesse, à la force et à la prière. Tu as appris à sourire avec retenue. Non par étiquette, mais pour éviter de révéler cette molaire qui ressemble à une relique hantée d'un champ de bataille médiéval. Le parfum, une arme de guerre. Quand le bain est une affaire trimestrielle, le parfum devient un emploi à plein temps. Tu observes le flacon de Cologne sur ta commode, un liquide ambré trouble, scellé à la cire, étiqueté dans une police si cursive qu'elle pourrait dire « essence impériale » ou « essence d'empire ». Difficile à dire. Tu retires le bouchon, l'odeur te frappe comme une charge de cavalerie. Musc, térébenthine et une pointe de regret. Tu verses une généreuse rasade dans ta paume. La brûlure est immédiate. Tu t'appliques le tout sur le cou, les poignets, la poitrine. Et puisque tu t'es engagé, les aisselles. Le flacon promet des notes de bergamote et de bois de santal. En pratique, ça sent comme un présentoir à épices en train de combattre un petit incendie dans une échoppe de cuir. Tu sors dans la rue, confiant. Les gens te remarquent, principalement en toussant et en ouvrant discrètement les fenêtres. Ton parfum annonce ta présence plusieurs secondes avant ton arrivée. Les chiens s'inquiètent, les enfants posent des questions, les fleurs semblent se faner un peu plus vite à ton approche. Mais c'est mieux que l'alternative. Sans Cologne, tu sens la laine humide, le chou bouilli, la fumée froide et la fatigue existentielle. Le parfum, lui, te permet de sentir comme quelqu'un qui fait un effort.
Et à l'ère victorienne, l'effort compte pour tout. Les bains publics, une épreuve collective. Tu as finalement cédé. Après des semaines d'allusions subtiles de tes proches, comme te placer sous le vent ou te parler à travers des mouchoirs, tu as décidé de visiter un bain public. L'expression bain public suggère la civilisation. Du marbre propre peut être une plante en pot. En réalité, c'est un donjon humide tenu par un homme qui semble manger du savon pour le plaisir. Tu tentes tes quelques pièces, serrant ta serviette comme un bouclier contre l'inconnu. L'air à l'intérieur est chaud, moite, suspectivement organique. Tu entres dans la salle principale, où des inconnus sont assis dans de grandes cuves communes. Personne ne parle, juste le bruit occasionnel d'éclaboussures et d'angoisse existentielle. L'eau est brunâtre, pas par design, mais par histoire partagée. Tu choisis un coin. L'eau claque contre ta peau comme si elle te punissait pour tes péchés passés. Elle est chaude, oui, mais pas d'une chaleur fraîche. Plutôt une chaleur de corps recyclé et de souvenirs fantômes. Un homme à côté de toi fredonne en se rasant le torse avec un rasoir droit rouillé. Tu évites son regard. Tu aperçois le savon sur le rebord. Il est communautaire, poilu, possiblement conscient. Tu te savonnes avec précaution. Chaque geste semble trop intime. Quand tu as fini, tu tends la main vers une serviette. Ce n'est pas la tienne. La tienne a été volée il y a 5 minutes. Celle qui reste est humide et sent la laine bouillie et le regret. Tu acceptes ton sort. Dehors, l'air frappe ta peau comme une renaissance. Tu es techniquement propre maintenant. Mais spirituellement, tu es différent. Tu as vu des choses, ressenti des choses, absorbé des siècles de décisions d'autres personnes. Le jour du bain familial, une rotation cérémonielle. Le bain, singulier, hebdomadaire, cérémoniel. L'événement est programmé avec la solennité d'un couronnement royal et la praticité d'une gestion de bétail. Tu ne prends pas simplement un bain. Tu fais partie d'un système de rotation complexe impliquant eau, logistique et intimité familiale douteuse. La baignoire est en métal, ovale, assez froide pour déclencher des questions philosophiques sur la mortalité. Elle trône au milieu de la cuisine comme un petit navire de la honte. L'eau est transportée à la main depuis le poêle, qui bout depuis l'aube. Après plusieurs marmites et plusieurs blessures au dos mineur, la baignoire est pleine, tiède, principalement. Tu ne passes pas en premier. Cet honneur revient au père, parce qu'il travaille dur et qu'il est chef de famille, ce qui lui accorde apparemment la priorité sur la seule eau vaguement propre de la semaine. Tu passes quelque part en 4e position. Quand vient ton tour, l'eau du bain a atteint un niveau complexe d'opacité. Elle ressemble à du thé faible abandonné dans une flaque. Il y a un film distinct à la surface, comme la peau d'un vieux pudding. Tu essaies de ne pas le déranger, mais il te suit comme la honte, seulement plus chaud. Tu te déshabilles derrière une serviette tenue par ton frère ou ta sœur. Tu espères qu'il ne regarde pas. Il regarde. Tu entres. L'eau est tiède, le fond visqueux, et tu regrettes instantanément d'être né au 19e siècle. Tu te frottes rapidement avec le savon partagé, un bloc granuleux qui sert à la fois d'exfoliant, de désinfectant et de traumatisme psychologique. Il y a un cheveu dessus. Tu prétends que c'est le tien. Ce n'est pas le cas. Les toilettes. Un tabou victorien. Il vient un moment dans la journée de tout victorien où la nature appelle. Et toi, comme tout le monde, tu fais semblant de ne pas entendre. Le mot toilette ne se prononce pas à voix haute. Il se chuchote comme un scandale ou un parent inapproprié. Le terme acceptable est cabinet d'aisance, qui sonne suffisamment détaché pour suggérer que l'expérience se déroule dans une autre réalité. Ta maison possède un pot de chambre, tu le sais. Tu l'as vu tapi sous le lit, comme un démon de porcelaine. Il est décoré de motifs floraux à l'extérieur, parce que rien ne dit romantisme comme se soulager dans quelque chose couvert de violettes. Tu considères plutôt les latrines extérieures.
Elles sont au fond du jardin, ce qui signifie une expédition complète à travers la boue, l'obscurité et les bagarres de chats occasionnels. Les latrines elles-mêmes sont une boîte en bois avec un trou, plus un concept existentiel qu'une installation réelle. Pas de siège, pas d'intimité, juste toi, le vent, tes pensées et l'odeur. La plomberie victorienne reste largement un débat philosophique. Si tu as la chance de posséder des toilettes à chasse d'eau, elles sont probablement dans un bâtiment séparé et fonctionnent par pur optimisme. La plupart des déchets finissent dans des fosses d'aisance, vidées par les hommes de nuit, des professionnels qui arrivent mystérieusement à dormir, malgré une description de poste à la fois littérale et horrifiante. Tu essaies de ne pas y penser. Tu essaies de ne pas respirer par le nez. Tu te tiens en équilibre au-dessus du siège, comme une chèvre effrayée. Tu termines vite, efficacement, spirituellement blessé. De retour à l'intérieur, tu te laves les mains, ou plutôt, tu les essuies vaguement avec un chiffon humide. Le savon existe, mais il est souvent réservé aux invités ou aux dimanches. L'hygiène, après tout, concerne davantage la présentation que la pratique. Le lit, un champ de bataille nocturne. La journée est enfin terminée. Tu as survécu au savon douteux, à l'eau de bain partagée, aux latrines publiques et à des sous-vêtements ayant la consistance d'un parchemin rassis. Tu te traînes vers l'unique endroit censé offrir la paix, ton lit. Malheureusement, ton lit a d'autres projets. De loin, il semble accueillant. Un doux amas de couettes et de promesses bourrées de paille. De près, cependant, c'est un champ de bataille. Les draps n'ont pas été lavés depuis que la reine Victoria n'était encore que princesse Victoria. Le matelas a l'intégrité structurelle d'un biscuit détrempé. Tu soulèves la couverture et ressens immédiatement la terreur familière. Les démangeaisons n'ont pas encore commencé, mais ton corps se souvient. Tu t'allonges. La paille te pique le dos en 13 points distincts. Tu te retournes. Le lit grince comme s'il déposait une plainte. Puis, lentement, la parade nocturne commence. D'abord les puces, audacieuses, implacables, légèrement arrogantes. Elles opèrent en escouade. L'une distrait ta cheville pendant qu'une autre prend d'assaut ton cou. Tu frappes à l'aveugle, comme un chef d'orchestre privé de sommeil chassant un orchestre invisible. Ensuite viennent les poux, les aristocrates du monde des insectes. Ils ont établi une petite mais prospère communauté dans le rembourrage de ton oreiller. De temps en temps, ils organisent un banquet dont tu es le plat principal. Tu essaies de dormir, mais ton corps est désormais un buffet. Quelque part entre les grattements et la remise en question de tes choix de vie, tu te souviens que ton voisin avait mentionné les punaises de lit. Tu pensais qu'il exagérait. Tu avais tort. Elles sont réelles, elles sont là, et elles sont organisées. La solution ? Brûler le lit, dormir par terre, devenir nocturne, n'importe quoi sauf ça. Mais bien sûr, tu ne fais rien de tout cela, car c'est l'ère victorienne. Le lit de tout le monde mort, tout le monde se gratte. Se plaindre te ferait passer pour quelqu'un de dramatique, et Dieu préserve qu'un victorien soit dramatique. Alors tu restes immobile, un noble martyr en pyjama de laine. Demain, tu saupoudreras les draps de craie, de vinaigre ou de menthe écrasée, selon ce que recommande ton apothicaire local. Ce soir, tu endures, les yeux fermés, la peau qui fourmille, la fierté intacte, plus ou moins. Le médecin victorien, l'ignorance en blouse. Tu te réveilles en éternuant. Peut être à cause de la poussière. Peut être des piqûres de puces. Peut être de l'air lui-même, qui semble composé à parts égales de charbon et de brouillard passivement agressif. Tu envisages de consulter un médecin, non parce que tu crois que ça aidera, mais parce que c'est soit ça, soit ramper dans ton matelas de paille et fusionner avec les punaises de lit. Entre le médecin victorien. Un homme aux favoris magnifiques et à la compréhension exactement nulle de la théorie des germes.
Il regarde ton visage pâle, légèrement couvert d'éruptions, et hoche la tête avec sagesse. « Ah, oui, dit-il, les humeurs. » Puis il prescrit quelque chose de vague, comme de l'air frais ou moins d'excitation, comme si ton corps avait simplement choisi de mal se comporter par ennui. Tu mentionnes que tu ne t'es pas baigné depuis un moment. Il hausse un sourcil. Vous ne voulez pas abuser de l'hygiène, avertit-il. L'eau ouvre les pores, ce qui invite la maladie. La saleté, en revanche. La saleté est la barrière de la nature. Il dit cela en remuant du mercure dans un tonique. Tu le bois. Tu ne sais pas pourquoi. Ensuite, il suggère une saignée. Pas parce que tu saignes, mais parce que tu ne saignes pas. Apparemment, l'équilibre doit être restauré par des sangsues ou un couteau, selon son humeur du jour. Tu déclines poliment. Il fronce les sourcils et recommande de l'opium à la place. La propreté excessive, explique-t-il, il en te tapotant l'épaule, laissant une petite empreinte de suie, affaiblit la constitution. Un peu de crasse fortifie l'esprit. Tu quittes son cabinet 2 livres plus pauvres et 6 fois plus confus. Les sous-vêtements, une épreuve hebdomadaire. Tu te réveilles, décolles la couverture de ton visage et es immédiatement confronté à cette vérité familière et tacite. Tu portes toujours les mêmes sous-vêtements que dimanche dernier. Dans l'Angleterre victorienne, ce n'est pas un échec personnel, c'est le protocole standard. Les sous-vêtements, ou comme ta gouvernante les appelle pudiquement, les innommables, ne sont pas lavés avec la fréquence de, disons, la culpabilité ou les rideaux. Les changer 1 fois par semaine est considéré comme proactif. 2 fois par semaine? Suspicieusement français. Tu possèdes exactement 3 ensembles. L'un est en train de bouillir dans de l'eau de lessive. Le deuxième sèche raidement sur la corde comme un fantôme rendu. Et le troisième, tu le portes en ce moment. Il est en laine. Pas la laine douce. Pas la bonne sorte. Non, c'est la laine qui gratte, conçue pour survivre aux empires et se graver définitivement dans tes cuisses. À la mi-semaine, tes sous-vêtements commencent à prendre une odeur distincte. Pas exactement toi, plutôt comme une bougie humide rencontrant une cave, avec un soupçon de désespoir. Tu envisages brièvement de te changer, mais tu te rappelles que la lessive nécessite du savon, de l'eau, du temps, et un domestique prêt à lutter avec ton linge comme une plaie biblique. À la place, tu te rafraîchis en saupoudrant du talc dans les régions stratégiques et en prétendant que ça compte comme un progrès. Les égouts, la mort invisible. Tu pensais être en sécurité. Tu ne bois pas aux fontaines publiques. Tu te laves occasionnellement avec intention. Tu évites même de marcher dans les flaques qui semblent pouvoir riposter. Et pourtant te voilà, toussant comme un personnage de Dickens, grelottant sous 3 couvertures et te demandant où tout a dérapé. Revenons en arrière. Tout a commencé innocemment, avec une promenade près d'un égout à ciel ouvert. Dans le Londres victorien, les canalisations ne sont pas sous la ville. Elles sont tissées à travers elles comme un ruban maléfique. Les eaux usées, les déjections humaines et tout ce qui est mort en amont tourbillonnent paresseusement ensemble dans ce que les autorités appellent généreusement efflux. Toi, tu appelles ça soupe de mort. Tu n'as pas d'évier moderne. Tu as un système de bassines et de seaux qui, par conception, renvoie son contenu vers l'écosystème de la manière la moins hygiénique imaginable. La plomberie intérieure reste une fantaisie risquée, comme les licornes ou les politiciens honnêtes. Ta rue sent vaguement les pieds bouillis et le pain moisi. C'est normal, mais un après-midi d'été particulièrement chaud, l'odeur devient audacieuse, affirmée, comme si le caniveau organisait une révolution. Tu demandes à un voisin. Il hausse les épaules. Ah, le miasme est de retour. Puis il retourne manger son pain à main nue. À la tombée de la nuit, la fièvre commence.
Tu accuses ta faible constitution. Le médecin accuse tes humeurs. L'égout, lui, n'accuse rien. Il continue simplement à rôter dans l'air, comme s'il accomplissait l'œuvre de Dieu. Tu es allongé dans ton lit, transpirant à travers ta 3e série de draps propres de la semaine, pendant que quelqu'un fait bouillir du chou en bas, probablement un acte de guerre psychologique. Finalement, on t'informe que tu as l'estomac victorien, ce qui est moins un diagnostic qu'une accusation. Les remèdes incluent la craie, le laudanum et penser à des choses heureuses. La santé publique n'existe pas encore. Le concept de désinfecter quoi que ce soit, mains, eau, canalisation, reste controversé. Certains croient que la propreté est trop propre, d'autres soutiennent que Dieu sélectionne personnellement qui attrape la dysenterie. Tu survis, à peine. Mais chaque fois que tu entends un gargouillis suspect près du caniveau, tu frissonnes. Parce que dans la Grande-Bretagne victorienne, les eaux usées ne coulent pas seulement dans les rues. Elles coulent à travers toi. Le barbier, chirurgien, dentiste et arracheur de dents. Tu as besoin d'une coupe. Et pas seulement spirituelle. Ta chevelure a commencé à vivre sa propre vie. Mi-épouvantail, mi-ramoneur impayé. Alors, tu fais ce que tout citoyen victorien respectable ferait. Tu vas chez le barbier local, qui est aussi le dentiste local, et possiblement le seul seigneur de la ville, chirurgien amateur et dompteur de sangsueuses à ses heures. Tu entres dans la boutique et es immédiatement frappé par une odeur qu'on ne peut décrire que comme du fer chaud et de la vieille déception. Pas de lavabo, pas de spray, pas de bavardage poli sur les vacances. Juste une chaise, une bassine pleine de quelque chose de suspect et des outils qui semblent avoir récemment servi à amputer un membre. Parce que c'est le cas. Tu t'assieds. Le barbier, portant un tablier taché d'histoire et de secrets, te salue d'un hochement de tête. Pas un hochement chaleureux, plutôt du genre ça ne prendra pas longtemps, sauf si quelque chose tourne mal. Il aiguise sa lame, pas une métaphore, une vraie lame. Avant de couper tes cheveux, il propose d'arracher une molaire, au cas où elle ferait des siennes. Tu déclines poliment. Il hausse les épaules comme si tu étais celui qui prenait des risques. La coupe commence. Pas de ciseaux, juste un rasoir droit et une confiance victorienne inébranlable. Il n'y a pas de miroir. Tu ne découvriras le résultat que lorsque quelqu'un s'évanouira ou te saluera par respect. Tes oreilles sont manquées de peu, 2 fois. Il essuie la lame sur sa manche et tu essayes de ne pas penser à combien d'autres têtes ou bouches elle a vues aujourd'hui. À mi-parcours, un homme entre en titubant, se tenant la mâchoire, rage de dents. Le barbier se tourne vers lui, désignant la même chaise où tu es encore assis. Tu croises le regard d'une paire de pinces et réalises que tu pourrais ne pas survivre à cette coupe avec toutes tes dents intactes. Finalement, c'est terminé. Tes cheveux sont plus courts, inégaux, légèrement rancuniers, mais au moins tu ne saignes d'aucun nouvel endroit. Tu tends quelques pièces et sors, ébouriffé par le vent et légèrement traumatisé, tandis que le prochain patient prend ton siège encore chaud. Le savon victorien, un instrument de torture. C'est la fin d'une longue journée remplie de suie, de crottins de cheval et de flaques de rue mystérieuses qui sifflent quand on les dérange. Tu retires tes bottes avec un pied de biche et fixes la bassine avec nostalgie. Tu sais ce qui doit venir ensuite. Le savon. Le savon victorien n'est pas tant un produit nettoyant qu'une menace avec une odeur agréable. Il est fait de soude caustique et de graisse animale mélangée par l'attente de quelqu'un qui prétend avoir un don. Il est dur, jaunâtre et s'effrite comme la culpabilité. Il n'y a pas de parfum, seulement des séquelles chimiques. Tu le prends en main, il te fixe en retour. Le premier contact sur ta peau ressemble à un avertissement. Le second ressemble à une pénitence. Tes mains piquent.
Ton visage se contracte comme s'il était sur le point de se fissurer et de confesser tes péchés. Pourtant, tu frottes. Tu as entendu parler d'un homme à Bath qui en a trop utilisé et a perdu la sensation de son menton pendant une semaine. On l'appelait Eddie le Lys. Personne ne l'a revu depuis. Le savon de ce siècle n'est pas fait pour dorloter. C'est un champ de bataille entre la crasse et l'épiderme, et aucun des deux n'en sort indemne. Tu évites de l'approcher des zones sensibles. Tu as fait cette erreur le mois dernier, et tu as brièvement aperçu Dieu. Tandis que la douleur brûle doucement sur tes phalanges, tu fixes la fenêtre et oses imaginer. Et s'il existait un savon qui ne te donnait pas l'impression d'être jugé par le soleil, tu imagines un monde où le savon mousse avec joie, pas avec peur, où il sent les fleurs et non le regret bouilli, un endroit où ta peau ne hurle pas en morse pour implorer pitié après chaque lavage. Tu clignes des yeux, le fantasme s'évanouit. Tu es de retour dans ta bassine, frottant tes aisselles avec ce qui pourrait être de la shit caustique ou peut être juste une verrue durcie. Tu n'es plus sûr. Une cousine t'a parlé un jour du savon français. Apparemment, il est doux, crémeux et n'arrache pas l'âme de ton corps. Mais elle croit aussi aux fantômes et boit du parfum. Alors tu restes sceptique. Pourtant tu rêves, non pas de richesse, non pas de gloire, mais d'un savon qui ne double pas comme instrument de punition médiévale. En attendant, tu continueras à frotter, grimacer et prier les dieux de la glycérine. Car dans l'Angleterre victorienne, la propreté n'est pas à côté de la sainteté. Elle est juste plus proche du danger. Un monde sans théorie des germes. Voilà ce qu'était l'hygiène à l'ère victorienne. Un combat quotidien contre des ennemis invisibles que personne ne comprenait encore. Les médecins prescrivaient du mercure et des saignées. Les gens évitaient l'eau par peur des démons. Les égouts coulaient à ciel ouvert au milieu des rues bondées. Et tout le monde, des nobles aux mendiants, partageait la même carie dentaire collective, en prétendant que c'était à la mode. Ce n'était pas de la négligence, c'était l'ignorance élevée au rang de science. Dans un monde où la théorie des germes n'existait pas encore, où Louis Pasteur n'avait pas encore révolutionné la médecine, où Joseph Lister n'avait pas encore inventé l'antisepsie, la saleté était considérée comme une protection naturelle. Se laver trop souvent, dangereux. Changer de sous-vêtements plus d'une fois par semaine, suspicieusement continental. Les Victoriens ne manquaient pas d'intelligence. Ils manquaient simplement des connaissances que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Ils ont construit des empires, des chemins de fer, des merveilles d'ingénierie. Mais ils mouraient encore de maladies qu'un simple lavage de mains aurait pu prévenir. Et peut être est-ce là la leçon la plus troublante de cette époque, que des civilisations entières peuvent prospérer tout en étant aveugles à des vérités qui sembleront évidentes aux générations futures, que l'arrogance du présent est toujours la risée de l'avenir. Les Victoriens se croyaient au sommet du progrès. Ils regardaient le passé avec condescendance, convaincus d'avoir atteint les sommets de la civilisation, et pourtant, ils marinaient dans leur propre crasse, buvaient l'eau de leurs égouts et confiaient leur santé à des hommes qui pensaient que le sang devait être drainé et que le mercure guérissait tout. Si cette histoire vous a marqué, dites-le en commentaire. Pour plus de récits que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous à Historicus, car certaines vérités méritent d'être rappelées, même quand elles dérangent.